Le 14 mai 1610, la France bascule dans le drame. Henri IV, le roi populaire qui avait pacifié le royaume après des décennies de guerre de religion, tombe sous les coups de couteau d'un fanatique nommé Ravaillac. Son fils Louis n'a que 9 ans. Ce jour-là, l'enfant perd bien plus qu'un père. Il perd sa seule protection contre une mer froide et une cour hostile. Marie de Médicis assume la régence. Cette princesse italienne n'a jamais aimé son fils aîné. Elle lui préfère ouvertement Gaston, le cadet, qu'elle couvre d'affection et de privilèges. Louis grandit dans un palais du Louvre, où personne ne le considère vraiment. Sa mère le tient à l'écart des décisions, refusant de le préparer au métier de roi. Elle gouverne avec son favori italien, Concino Concini, un homme arrogant qui traite le jeune Louis avec un mépris à peine voilé. L'enfant développe un caractère introverti et méfiant. Il bégaie légèrement, rougit facilement, fuit le contact des courtisans. Ses seuls réconforts sont la chasse, où il excelle, et la musique, qu'il pratique avec talent. Il compose même des chansons et danse remarquablement bien. Mais ses qualités ne compensent pas sa solitude. Louis observe en silence le spectacle de la corruption qui envahit la cour. Concini et sa femme Leonora Galigai accumulent les fortunes, distribuent les charges à leurs créatures, gouvernent la France comme leur propriété personnelle. À 14 ans, on le marie à Anne d'Autriche, l'infante d'Espagne. Le mariage est consommé symboliquement, mais Louis reste un adolescent timide qui fuit les femmes. Cette union arrangée ne lui apporte aucune joie. Anne est enjouée, aime les fêtes et la compagnie. Louise est sombre, taciturne, préfère la solitude des forêts où il chasse pendant des heures. Le couple royal ne se comprend pas. Pendant 23 ans, ils n'auront pas d'enfants, alimentant les rumeurs les plus folles sur l'impuissance ou l'homosexualité du roi. En 1617, Louis a 16 ans et sa majorité est proclamée depuis 3 ans, mais sa mère continue de régner. Le jeune roi boute intérieurement. Concini s'est fait maréchal de France sans avoir jamais combattu. Il parade dans Paris, traite Louis avec une condescendance insultante. Les grands du royaume complotent, certains contre le roi, d'autres contre Concini. La France vacille au bord de la guerre civile. Louis prend une décision radicale. Il consulte son fauconnier, Charles d'Albert de Luynes, l'un des rares hommes en qui il a confiance. Ensemble, ils préparent un coup d'État dans le plus grand secret. Le 24 avril 1617, quand Concini se présente au Louvre, des gardes l'arrêtent sur le pont-levis. Le marquis d'Ancre proteste, invoque son autorité. Les soldats ouvrent le feu. Concini s'effondre, criblé de balles. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Paris explose de joie. La foule envahit les rues, crie sa haine des Italiens. On déterre le cadavre de Concini, on le traîne dans les rues, on le démembre, on vend ses restes comme des reliques. Sa femme Léonora est arrêtée, jugée pour sorcellerie, décapitée en place de Grève. Marie de Médicis, assignée à résidence au château de Blois, rage contre ce fils qu'elle avait sous-estimé. Pour la première fois, Louis règne vraiment. Mais ce roi de 16 ans ne sait pas gouverner. Il s'en remet entièrement à Luynes, qui devient son favori tout-puissant. Luynes fait une carrière fulgurante. Simple gentilhomme, il devient duc, connétable de France, accumule les richesses et les honneurs. Louis le couvre d'or, lui accorde tout ce qu'il demande. Cette dépendance révèle un trait profond du caractère royal. Louis ne peut pas gouverner seul. Il lui faut toujours un homme de confiance à qui déléguer le pouvoir. Luynes gouverne mal. Il manque d'envergure, se fait des ennemis, provoque la révolte des protestants en voulant détruire leur puissance militaire. En 1621, il conduit une armée au siège de Montauban. Les opérations militaires tournent au désastre. Luynes meurt de la fièvre en décembre 1621, laissant Louis à nouveau seul face à ses responsabilités. Armand-Jean du Plessis de Richelieu n'est pas un inconnu. Évêque de Luçon, il s'était fait remarquer aux États généraux de 1614 par son intelligence et son éloquence. Marie de Médicis en avait fait son protégé, le nommant aumônier de la jeune reine Anne d'Autriche. Après la chute de Concini, Richelieu avait suivi Marie de Médicis en exil. Mais cet homme ambitieux ne se résigne pas à l'obscurité. Il travaille patiemment à réconcilier la mère et le fils. Cette médiation lui vaut la gratitude de Louis, qui permet le retour de Marie à la cour en 1622.
Le pape fait Richelieu cardinal la même année. Le prélat entre au conseil du roi en avril 1624. Il a 39 ans. Louis en a 23. Leur collaboration va durer 18 ans et transformer la France. Dès les premiers mois, Richelieu impose sa marque. Louis, qui avait hésité à lui confier le pouvoir en raison de ses liens avec sa mère, découvre un ministre d'une efficacité redoutable. Richelieu voit grand. Il veut restaurer l'autorité royale contre les nobles turbulents, briser la puissance militaire des protestants, abaisser la maison d'Autriche qui encercle la France. Ses objectifs demandent de l'argent, de l'énergie, de la détermination. Richelieu possède les trois. Le cardinal devient rapidement indispensable. Louis, qui déteste les détails administratifs, lui abandonne la gestion quotidienne du royaume. Richelieu lit tous les dossiers, rédige les ordonnances, négocie avec les ambassadeurs, prépare les décisions que Louis n'a plus qu'à signer. Cette division du travail convient aux deux hommes. Louis conserve la majesté du pouvoir royal. Richelieu exerce la réalité du pouvoir ministériel. Leur relation dépasse le simple rapport professionnel. Louis développe pour Richelieu une dépendance émotionnelle profonde. Le cardinal devient son confident, celui à qui il confie ses doutes, ses angoisses, ses peurs. Richelieu sait écouter, rassurer, encourager. Il comprend la fragilité psychologique de ce roi tourmenté. Il en joue avec habileté pour s'assurer de son soutien indéfectible. Richelieu applique une politique implacable contre l'aristocratie française. Les grands seigneurs ont l'habitude de défier le roi, de lever des armées privées, de se battre en duel pour un mot. Cette anarchie nobiliaire affaiblit le royaume. Richelieu décide d'y mettre fin par la terreur. En 1626, il interdit les duels sous peine de mort. L'aristocratie ricane. Ces lois ont toujours existé. Jamais personne ne les applique. Richelieu va prouver qu'il ne plaisante pas. François de Montmorency-Bouteville, jeune noble orgueilleux, a tué 22 hommes en duel. Il défie ouvertement l'ordonnance royale en se battant en plein jour place Royale, aujourd'hui place des Vosges. Richelieu le fait arrêter avec son complice Deschapelles. Toute la noblesse de France implore leur grâce. Louis hésite, touché par les supplications. Richelieu tient bon. Les deux nobles sont décapités en place de Grève le 22 juin 1627. L'exécution provoque un choc considérable. Pour la première fois, des aristocrates de premier rang paient de leur vie leur mépris de l'autorité royale. La leçon porte. Les duels ne disparaissent pas, mais leur nombre diminue drastiquement. Les nobles comprennent qu'un nouveau régime est né, où la raison d'État prime sur les privilèges de naissance. Richelieu multiplie les arrestations, les procès, les exécutions. Le comte de Chalais, qui avait comploté avec Gaston d'Orléans contre le cardinal, est exécuté en 1626. Le bourreau est si maladroit qu'il lui faut 30 coups pour trancher la tête. Cette boucherie délibérée vise à terroriser les opposants. Le maréchal de Marillac, accusé de malversation, meurt décapité en 1632. Son frère Michel, garde des Sceaux, est emprisonné jusqu'à sa mort. Louis laisse faire. Chaque fois qu'un grand du royaume tombe, c'est un rival potentiel de moins. Le roi timide trouve dans la fermeté de Richelieu une force qu'il ne possède pas lui-même. Il signe les arrêts de mort, assiste parfois aux exécutions. Cette cruauté froide surprend chez un homme réputé pieux et sensible. Mais Louis a appris pendant son enfance que la faiblesse se paye comptant. Il préfère être craint que méprisé. Les protestants français disposent de places fortes garanties par l'édit de Nantes de 1598. La Rochelle, grand port de l'Atlantique, est la plus puissante. La ville s'administre librement, possède ses propres fortifications, entretient des relations avec l'Angleterre protestante. Pour Richelieu, c'est intolérable. Un État ne peut avoir d'État dans l'État. En 1627, le duc de Buckingham, favori du roi d'Angleterre Charles Ier, débarque sur l'île de Ré avec une armée pour soutenir les Rochelais révoltés. Louise et Richelieu accourent avec l'armée royale. Buckingham est repoussé, mais La Rochelle ferme ses portes. Le siège commence en septembre 1627. Richelieu révèle son génie organisateur. Impossible de prendre la ville d'assaut. Ses murailles sont trop solides, ses défenseurs trop déterminés. Il faut affamer La Rochelle. Le cardinal fait construire une digue gigantesque à l'entrée du port, longue de 1500 mètres, pour empêcher tout ravitaillement par mer.
des milliers d'ouvriers travaillent dans l'eau glacée, sous le feu des Rochelais. Les travaux avancent malgré les tempêtes qui détruisent régulièrement les fortifications. Louis campe devant la ville pendant 13 mois. Ce roi qui déteste la guerre montre une obstination surprenante. Il refuse tous les compromis, rejette toutes les médiations. La Rochelle doit se rendre sans condition ou mourir de faim. À l'intérieur des murailles, la situation devient apocalyptique. Les habitants mangent les chevaux, puis les chiens, puis les chats, puis les rats. On fait bouillir des chaussures en cuir pour en extraire une soupe infecte. Les corps s'entassent dans les rues. Sur 28 000 habitants, 23 000 meurent de faim et de maladie. Le 28 octobre 1628, le maire Jean Guiton hisse le drapeau blanc. Les survivants sortent de la ville, squelettes ambulants aux yeux hagards. Louis entre dans la Rochelle le 1er novembre. Il assiste à un Te Deum dans la cathédrale Saint-Louis, remise au culte catholique. Richelieu savoure son triomphe. La puissance militaire des protestants français est brisée. Ils conservent leur liberté de culte, mais perdent leur place forte. La France n'aura plus de guerre de religion. Marie de Médicis déteste Richelieu avec une rage croissante. Elle l'avait protégé, favorisé, introduit auprès de son fils. Maintenant, cet ingrat dispose de plus de pouvoir qu'elle n'en a jamais eu. Elle rêve de sa chute. Autour d'elle se rassemble le parti dévot, hostile à la politique étrangère du cardinal qui s'allie au prince protestant allemand contre l'Espagne catholique. Michel de Marillac, garde des sceaux, anime cette opposition. En septembre 1630, Louis tombe gravement malade à Lyon. On le croit perdu. Marie de Médicis obtient de lui qu'il renvoie Richelieu dès qu'il sera guéri. Le cardinal l'apprend. Il sait qu'il est fini si le roi cède à sa mère. Mais Louis se rétablit, rentre à Paris, ne dit rien. Richelieu vit dans l'angoisse, ne sachant pas si le roi va le sacrifier. Le 10 novembre 1630, Marie de Médicis convoque son fils au palais du Luxembourg. Elle veut en finir. Dans sa chambre, elle se déchaîne contre le cardinal, exige son renvoi immédiat. Louis, pâle et silencieux, écoute sans répondre. Soudain, une porte dérobée s'ouvre. Richelieu entre, prévenu par sa nièce, dame d'honneur de la reine-mère. Marie de Médicis explose de fureur. Elle hurle des insultes au cardinal, exige que son fils choisisse entre elle et ce traître. Louis se lève et sort sans un mot. Richelieu le suit, le visage défait. Marie de Médicis triomphe. Elle envoie des messages à ses partisans pour annoncer la chute du ministre. Toute la cour se précipite au Luxembourg pour féliciter la reine-mère victorieuse. On évite soigneusement Richelieu, qui rentre chez lui convaincu d'être perdu. Mais Louis s'est retiré à Versailles, son pavillon de chasse. Toute la nuit, il réfléchit. Au matin du 11 novembre, il fait venir Richelieu. L'entrevue dure des heures. Quand le cardinal ressort, il rayonne. Louis a choisi. Il garde son ministre. Marie de Médicis et ses partisans sont les dupes. Le roi ordonne l'arrestation de Marillac. La reine-mère est assignée à résidence à Compiègne. Elle s'évadera, s'exilera aux Pays-Bas espagnols, mourra à Cologne en 1642 sans avoir revu son fils. Cette journée scelle définitivement l'alliance entre Louis et Richelieu. Le roi a tranché en faveur de la raison d'État contre les liens du sang. Plus jamais il ne mettra en doute l'autorité de son ministre. Richelieu devient intouchable. Tous les complots ultérieurs se briseront sur la volonté royale de le protéger. L'Europe centrale brûle depuis 1618. La guerre de 30 ans oppose les princes protestants allemands aux Habsbourg catholiques d'Autriche et d'Espagne. Richelieu observe ce conflit avec attention. La France est encerclée par les possessions de la maison d'Autriche. L'Espagne tient les Pays-Bas au nord, la Franche-Comté à l'est, le Milanais et Naples au sud. Si les Habsbourg triomphent en Allemagne, la France sera écrasée entre deux mâchoires. Richelieu applique une politique machiavélique. La France catholique subventionne les princes protestants allemands et le roi de Suède Gustave Adolphe pour qu'ils combattent l'empereur catholique. Cette alliance contre nature scandalise le parti dévot, mais Richelieu s'en moque. Il ne raisonne pas en termes religieux, mais en termes géopolitiques. L'intérêt de la France commande d'affaiblir la maison d'Autriche, même en s'alliant au diable. En 1635, la France entre directement en guerre contre l'Espagne. Cette décision coûte cher. Il faut lever des armées, payer des mercenaires,
fortifier les frontières. Richelieu augmente les impôts de façon drastique. Le peuple gronde. Des révoltes éclatent en province. Les croquants du Périgord, les nu-pieds de Normandie se soulèvent contre le fisc. Richelieu écrase ces insurrections avec une brutalité calculée. Les meneurs sont pendus, roués, écartelés. Des villages entiers sont brûlés pour l'exemple. Louis préside le conseil de guerre, signe les ordonnances, inspecte les armées. Il visite les places fortes, assiste au siège, dort sous la tente avec ses soldats. Ce roi qu'on dit fragile montre une endurance physique étonnante. Il chevauche par tous les temps, partage la vie rude des camps militaires, ne se plaint jamais. Les soldats apprennent à le respecter. Il n'a pas le charisme guerrier de son père Henri IV, mais il a du courage. Les opérations militaires sont difficiles. L'armée espagnole est redoutable. En 1636, elle envahit la Picardie, menace Paris. La panique s'empare de la capitale. Louise et Richelieu tiennent bon. Ils mobilisent toutes les ressources du royaume, lèvent de nouvelles troupes, empruntent à des taux usuraires. Les Espagnols sont finalement repoussés. Mais la guerre s'éternise, saigne le pays, provoque la misère et le désespoir. Le pouvoir absolu de Richelieu suscite des haines mortelles. Les nobles dépossédés de leur puissance traditionnelle, les dévots révoltés par l'alliance protestante, les amis personnels du roi jaloux de l'influence du cardinal, tous complotent sans relâche. Richelieu vit sous protection permanente, entouré de gardes, dormant dans des chambres différentes chaque nuit. Il dispose d'un réseau d'espions qui infiltre tous les milieux. Rien n'échappe à sa surveillance. Gaston d'Orléans, frère du roi, est le centre de tous les complots. Ce prince stupide et lâche participe à toutes les intrigues contre Richelieu, puis abandonne ses complices quand le danger se rapproche. En 1632, il soutient la révolte du duc de Montmorency en Languedoc. Le duc est vaincu, capturé, décapité à Toulouse malgré les supplications de toute la noblesse. Gaston se réfugie à Bruxelles, chez les Espagnols. Louis lui pardonne toujours, espérant en vain qu'il changera. En 1642, un dernier complot manque de peu de réussir. Henri Coiffier de Rusé, marquis de Cinq-Mars, est le nouveau favori du roi. Ce jeune homme de 22 ans, beau, spirituel, charmant, a complètement séduit Louis. Le roi vieillissant et malade s'est épris de ce brillant cavalier qui lui rappelle sa jeunesse perdue. Il le couvre d'honneur, le nomme grand écuyer de France, passe des heures en sa compagnie. Cinq-Mars déteste Richelieu qui contrôle étroitement son influence sur le roi. Il décide de le faire assassiner. Il négocie secrètement avec l'Espagne, promet d'obtenir la paix en échange de subsides. Gaston d'Orléans participe au complot. Le projet est démentiel. Cinq-Mars croit que Louis, une fois débarrassé de Richelieu, le laissera gouverner. Mais Richelieu est informé. Ses espions interceptent les correspondances avec Madrid. Le cardinal présente les preuves au roi. Louis s'effondre. Cinq-Mars, qu'il aimait comme un fils, l'a trahi. La sentence est impitoyable. Cinq-Mars et son ami de tout sont décapités à Lyon, le 12 septembre 1642. Gaston, une fois de plus, achète son pardon en témoignant contre ses complices. Comment expliquer cette fidélité absolue de Louis à un ministre que tant de gens détestent? Le roi subit-il vraiment la domination du cardinal comme le prétendent les contemporains? La réalité est plus complexe. Louis admire Richelieu pour des qualités qu'il sait ne pas posséder. Le cardinal a l'intelligence politique, la capacité de travail, la vision stratégique, la détermination froide qui manquent au roi. Louis reconnaît lucidement ses propres faiblesses. Il n'aime pas gouverner. Les détails administratifs l'ennuient, les négociations diplomatiques l'épuisent, les confrontations avec les grands le terrorisent. Richelieu prend en charge tout ce que Louis déteste. Mais le roi conserve le pouvoir de décision finale. Sur les questions essentielles, c'est lui qui tranche. Richelieu ne fait rien d'important sans son accord. Leur correspondance le prouve, le cardinal propose, argumente, conseille. Louise accepte ou refuse. Quand le roi dit non, Richelieu s'incline. Cette répartition des rôles leur convient. Richelieu exerce le pouvoir. Louise en conserve la légitimité. Leur relation a aussi une dimension affective profonde. Richelieu remplit le vide émotionnel de ce roi solitaire. Louis n'a jamais eu d'amis véritables. Sa mère le détestait. Sa femme le comprend mal. Son frère le trahit régulièrement.
Richelieu devient le confident indispensable, celui qui écoute, rassure, encourage. Il sait parler à ce roi dépressif, sujet à des crises de mélancolie noire. Il connaît ses angoisses, ses doutes, ses peurs, et trouve toujours les mots pour le réconforter. Louis vit dans la terreur permanente de perdre Richelieu. Chaque fois que le cardinal tombe malade, le roi panique. Il le fait soigner par les meilleurs médecins, veille personnellement à son chevet, refuse qu'on évoque sa succession possible. Quand Richelieu doit s'absenter, Louis lui écrit des lettres quotidiennes, presque enfantines, où transparaît son angoisse de l'abandon. Cette dépendance émotionnelle explique l'échec de tous les complots. Les conjurés croient qu'il suffit d'éliminer Richelieu pour que Louis reprenne le contrôle. Ils ne comprennent pas que le roi ne veut pas gouverner seul. Il a besoin de Richelieu pour fonctionner. Tuer le cardinal serait amputer le roi de sa volonté. Richelieu ne se contente pas de faire la guerre et la politique. Il veut donner à la France un rayonnement culturel égal à sa puissance militaire. En 1635, il fonde l'Académie française, assemblée de 40 écrivains chargés de fixer les règles de la langue et de composer un dictionnaire. Cette institution survit encore aujourd'hui. Le cardinal protège les artistes, les écrivains, les architectes. Il fait construire le palais cardinal, aujourd'hui palais royal, un ensemble architectural magnifique. Il collectionne les œuvres d'art, les manuscrits précieux, les livres rares. Sa bibliothèque personnelle compte plus de 15 000 volumes, un chiffre considérable pour l'époque. Louis partage ce goût pour les arts. Il aime la musique, compose des ballets, danse avec grâce. Il protège les musiciens, fait venir les meilleurs interprètes d'Italie. Le roi et son ministre-président des représentations théâtrales assistent aux premières des pièces de Corneille. Le Cid est créé en 1637 et connaît un triomphe. Louis en fait jouer des scènes devant la cour. Cette politique culturelle vise à glorifier la monarchie française. Les écrivains célèbrent les victoires militaires, louent la sagesse du roi, exaltent le génie de Richelieu. Les peintres réalisent des portraits officiels qui fixent l'image du pouvoir. Philippe de Champaigne immortalise le visage émacié de Louis, le regard pénétrant de Richelieu. Ses œuvres de propagande construisent le mythe du roi et de son ministre génial. Louis XIII n'a jamais eu une santé robuste. Depuis l'enfance, il enchaîne les maladies. La tuberculose le ronge. Il crache du sang, souffre de fièvres récurrentes, perd progressivement ses forces. Sa correspondance avec Richelieu mentionne constamment ses malaises, ses crises, ses traitements. Les médecins du roi pratiquent une médecine d'une brutalité inouïe. Saignée à répétition, purgation violente, lavement quotidien, emplâtre brûlant, potions infectes. Louis subit ces tortures avec résignation. Il note dans son journal intime le nombre de saignées qu'il a subies. Certaines années, il dépasse les 40. Cette médecine le tue plus qu'elle ne le soigne. À partir de 1638, sa santé se dégrade rapidement. Il souffre de la maladie de Crohn, inflammation chronique de l'intestin qui provoque des douleurs atroces. Son médecin Bouvard lui administre des remèdes à base de mercure qui empoisonnent l'organisme. Louis maigrit de façon effrayante. Ses portraits de la fin montrent un squelette vivant au teint cireux. Malgré ses souffrances, le roi continue de gouverner. Il préside le conseil, inspecte les armées, voyage à travers le royaume. Cette volonté de tenir son rang jusqu'au bout force le respect. Louis refuse de se laisser abattre par la maladie. Il fait son métier de roi avec un sens du devoir obstiné. Anne d'Autriche et Louis XIII vivent séparés depuis des années. Leur mariage est un échec total. La reine s'ennuie à la cour, déteste Richelieu qui la surveille étroitement, correspond secrètement avec son frère Philippe IV d'Espagne. Louis la néglige, lui préfère la compagnie de ses favoris masculins. Les courtisans parient que le couple royal n'aura jamais d'enfant. En décembre 1637, Louis rend visite à Anne dans ses appartements du Louvre. Une violente tempête l'empêche de repartir pour son palais. Il passe la nuit chez la reine. 9 mois plus tard, le 5 septembre 1638, Anne accouche d'un fils. L'enfant est baptisé Louis, mais tout le monde l'appelle Louis Dieudonné, Louis donné par Dieu. Après 23 ans de mariage stérile, la naissance d'un héritier légitime apparaît comme un miracle. Cette naissance change la donne politique. Gaston d'Orléans n'est plus l'héritier présomptif. Ces intrigues perpétuelles perdent leur justification. Le royaume a un dauphin.
La succession est assurée. Louis peut mourir tranquille. En 1640, Anne donne naissance à un second fils, Philippe, qui recevra le titre de duc d'Anjou puis d'Orléans. Les contemporains s'interrogent sur cette paternité tardive. Des rumeurs circulent. Certains prétendent que le vrai père serait Mazarin, jeune diplomate italien entré au service de Richelieu. D'autres évoquent un courtisan anonyme. Rien ne prouve ces calomnies. Louis reconnaît l'enfant comme sien. C'est tout ce qui compte. À partir de 1642, Richelieu est mourant. Il souffre d'abcès multiples, de fièvre continuelle, de douleurs insupportables. Les médecins le saignent, le purgent, le torturent sans résultat. Le cardinal continue de travailler jusqu'à l'épuisement. On le transporte dans une litière quand il doit se déplacer. Il dicte ses ordres depuis son lit de souffrance. Louis lui rend visite régulièrement. Le roi et son ministre passent de longues heures ensemble, évoquant les affaires du royaume, préparant l'avenir. Richelieu a choisi son successeur. Il recommande au roi le cardinal Mazarin, diplomate brillant qui a négocié plusieurs traités importants. Louis promet de suivre ce conseil. Le 4 décembre 1642, Richelieu meurt dans son palais parisien. Il a 57 ans. Louis éclate en sanglots. Il perd bien plus qu'un ministre. Il perd son double, celui qui pendant 18 ans a compensé ses faiblesses, porté ses ambitions, réalisé ses rêves de grandeur. Le roi fait célébrer des obsèques somptueuses. Le corps du cardinal est déposé à la Sorbonne, dont il avait reconstruit l'église. La France entière respire. Les nobles exilés espèrent rentrer. Les opposants rêvent de revanche. Mais ils vont déchanter. Louis nomme immédiatement Mazarin principal ministre. Le roi n'a pas l'intention de gouverner seul. Il a besoin d'un nouveau Richelieu. Mazarin reprend exactement le même rôle que son prédécesseur. La politique ne change pas d'un iota. Louis ne survit que quelques mois à Richelieu. Sa santé se détériore rapidement. La tuberculose intestinale le ronge. Il souffre d'ulcères, de fistules, d'abcès purulents. Les médecins multiplient les saignées. On lui tire jusqu'à 1 litre de sang par semaine. Le roi agonise lentement, perdant ses forces jour après jour. En avril 1643, Louis fait rédiger son testament. Il nomme Anne d'Autriche régente pendant la minorité du dauphin, mais encadre strictement ses pouvoirs. Un conseil de régence doit contrôler ses décisions. Gaston d'Orléans et le prince de Condé y siègent. Louis se méfie de sa femme autant qu'il se méfiait de sa mère. Il craint qu'elle ne défasse l'œuvre de Richelieu, qu'elle ne fasse la paix avec l'Espagne au détriment des intérêts français. Le roi se retire au château neuf de Saint-Germain-en-Laye. Il veut mourir loin de Paris, dans le calme. Les courtisans désertent son palais pour se presser chez le jeune dauphin et la reine-mère. Louis meurt abandonné de presque tous, comme son père Henri IV était mort aimé de tous. Le contraste est cruel. Le 14 mai 1643, exactement 33 ans après l'assassinat d'Henri IV, Louis XIII expire. Il a 42 ans. Son fils Louis Dieudonné devient Louis XIV à 5 ans. Le roi Soleil va régner 72 ans et porter la monarchie française à son apogée. Mais cette grandeur future doit tout au travail de Louis XIII et de Richelieu qui ont forgé l'absolutisme royal. Alors, Louis XIII était-il vraiment ce roi faible dominé par son ministre tout-puissant? L'image est commode mais trompeuse. Louis n'était pas un pantin. Il était un roi lucide qui connaissait ses limites et choisit délibérément de déléguer le pouvoir exécutif à un homme qu'il jugeait supérieur. Cette décision demandait du courage et de l'intelligence. Beaucoup de rois médiocres s'accrochent au pouvoir par vanité, refusent d'admettre leur incompétence, s'entourent de courtisans serviles qui les flattent. Louis eut l'honnêteté de reconnaître qu'il ne possédait pas le génie politique. Il eut la sagesse de s'effacer derrière Richelieu tout en conservant l'autorité finale. Sa timidité n'était pas de la faiblesse. C'était une forme de prudence, née des traumatismes de l'enfance. Louis avait appris à se méfier de tout le monde. Cette méfiance le protégea des flatteurs et des manipulateurs. Il ne se laissa jamais influencer par les intrigues de cour. Quand il prit une décision, il s'y tint avec une obstination de fer. Son courage physique était réel. Ce roi malade passa sa vie à cheval, inspectant les armées, visitant les places fortes, partageant la vie des camps militaires. Il assista à des sièges dangereux, dormit sous la tente par tous les temps,
chevaucha malgré la fièvre et la douleur. Les soldats le respectaient pour cette endurance. Sa cruauté était calculée. Louis comprit que la clémence était perçue comme une faiblesse. Il choisit de régner par la terreur plutôt que par l'amour. Les exécutions de Montmorency-Bouteville, de Chalais, de Marillac, de Montmorency, de 5 mars ne furent pas des actes de barbarie gratuite, c'étaient des décisions politiques visant à briser l'insolence aristocratique. Elles atteignirent leur but. Louis XIII et Richelieu transformèrent radicalement la France. Ils héritèrent d'un royaume affaibli par les guerres civiles, menacé par l'Espagne, divisé entre catholiques et protestants, dominé par une aristocratie turbulente. Ils laissèrent une monarchie centralisée, une administration efficace, une armée puissante, une position dominante en Europe. L'affaiblissement de la noblesse fut décisif. Les grands seigneurs perdirent leurs armées privées, leurs forteresses, leur pouvoir régional. Ils durent venir à la cour mendier pensions et charges. Cette domestication de l'aristocratie permit l'essor de l'absolutisme. Louis XIV n'eut plus à craindre les révoltes nobiliaires qui avaient terrorisé ses prédécesseurs. La destruction de la puissance militaire protestante assura la paix religieuse intérieure. Les Huguenots gardèrent leur liberté de culte jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, mais ils cessèrent d'être une menace pour l'unité du royaume. La France n'eut plus de guerre de religion. Ce fut un progrès considérable. La politique étrangère de Richelieu porta ses fruits. La guerre de 30 ans se termina en 1648 par les traités de Westphalie. La France obtint l'Alsace, affaiblit durablement l'Empire germanique, brisa l'encerclement par la Maison d'Autriche. La guerre contre l'Espagne continua jusqu'en 1659, mais la victoire française était acquise. Le traité des Pyrénées donna à la France le Roussillon et l'Artois, maria Louis XIV à l'infante Marie-Thérèse. Le développement administratif fut tout aussi important. Richelieu créa le système des intendants, commissaires royaux envoyés en province pour surveiller les gouverneurs, contrôler les finances, rendre la justice. Ces intendants devinrent les piliers de l'administration monarchique. Ils court-circuitèrent les pouvoirs locaux, imposèrent la volonté royale dans tout le royaume. La postérité jugea sévèrement Louis XIII. Les romantiques du XIXe siècle en firent un roi mélancolique écrasé par son ministre génial. Alexandre Dumas popularisa cette image dans Les Trois Mousquetaires. Son Louis XIII est un souverain faible, jaloux, manipulé par Richelieu, incapable de s'opposer aux machinations du cardinal. Cette caricature persista longtemps. Les historiens modernes nuancent ce portrait. Ils montrent un roi complexe, intelligent, capable de décisions fermes, mais conscient de ses limites. Louis ne fut pas dominé par Richelieu. Il choisit de s'appuyer sur lui parce que cette alliance servait ses intérêts. Le roi et le ministre formèrent un tandem efficace où chacun jouait son rôle. La timidité de Louis ne l'empêcha pas de régner. Elle colora simplement son style de gouvernement. Louis n'aimait pas la représentation publique, les cérémonies fastueuses, les grands discours. Il préférait travailler en petit comité, prendre ses décisions dans le silence de son cabinet. Cette discrétion a nui à son image, mais pas à son efficacité. Son bégaiement, ses rougeurs, son manque d'aisance sociale le desservaient auprès des courtisans habitués au charisme d'Henri IV. Mais ses défauts apparents masquaient une volonté de faire. Quand Louis décidait quelque chose, rien ne le faisait changer d'avis. Les nobles qui le prenaient pour un homme faible le découvrirent à leurs dépens. Sa relation difficile avec les femmes alimenta les rumeurs sur son homosexualité. Louis eut effectivement des favoris masculins auxquels il s'attachait passionnément. Luynes, Saint-Simon, Baradas, 5 mars jouèrent un rôle important dans sa vie affective. Mais rien ne prouve que ces relations furent sexuelles. L'amitié masculine intense était courante à l'époque, encouragée par l'éducation aristocratique qui séparait les sexes. Le règne de Louis XIII présente un paradoxe fascinant. Ce roi réputé faible accomplit plus que la plupart des monarques forts. Il brisa l'aristocratie, pacifia les protestants, vainquit l'Espagne, centralisa l'administration, développa l'armée, favorisa les arts. Comment expliquer cette contradiction? La réponse tient dans son alliance avec Richelieu. Louis eut le génie de choisir le bonhomme et de le soutenir envers et contre tous. Cette fidélité absolue fut sa grande qualité politique. D'autres rois auraient sacrifié leurs ministres aux pressions de la cour, aux intrigues des nobles,
aux pleurnicheries de leur mère. Louis tint bon pendant 18 ans malgré les complots, les menaces, les supplications. Cette constance exigeait une force de caractère peu commune. À chaque complot déjoué, Louis devait signer des arrêts de mort contre des amis, des proches, parfois des gens qu'il aimait. 5 mars, son dernier favori, fut exécuté sur son ordre. Le roi en fut dévasté, mais il ne recula pas. La raison d'État primait sur les sentiments personnels. Louis comprit mieux que quiconque que le pouvoir royal ne pouvait plus reposer sur le charisme ou la popularité. Le temps des rois chevaliers était fini. La monarchie moderne devait s'appuyer sur une administration efficace, une armée permanente, une fiscalité lourde, une justice implacable. Richelieu mit en œuvre ce programme. Louis lui donna les moyens de réussir. Le prix fut élevé. Le peuple français paya la grandeur monarchique par des impôts écrasants, la répression sanglante des révoltes, la misère endémique des campagnes. Les guerres continuelles saignèrent le pays, mais elles permirent à la France de devenir la première puissance européenne. Louis et Richelieu choisirent la grandeur plutôt que le bonheur de leurs sujets. Louis XIII ne laissa pas de testament politique écrit comme Richelieu, mais ses actes traçaient clairement la voie à suivre. Son fils Louis XIV n'eut qu'à continuer dans la même direction. L'absolutisme, la centralisation administrative, la prééminence européenne, le développement culturel, tous ces axes furent définis sous Louis XIII. Le jeune Louis XIV apprit de l'exemple paternel une leçon essentielle. Un roi peut déléguer le pouvoir exécutif sans perdre son autorité, à condition de choisir le bon ministre et de le soutenir sans faillir. Louis XIV appliqua ce principe avec Mazarin jusqu'en 1661, puis décida de gouverner seul. Mais il conserve la structure administrative héritée de son père et de Richelieu. La méfiance envers les grands fut transmise de père en fils. Louis XIV vécut constamment dans la peur des complots nobiliaires. La Fronde, révolte de l'aristocratie pendant sa minorité, le marqua profondément. Il décida de neutraliser définitivement la noblesse en la parquant à Versailles, loin de ses bases provinciales. Cette politique prolongeait celle de Louis XIII qui avait brisé la puissance militaire des nobles. L'alliance avec la bourgeoisie administrative fut également un héritage de Louis XIII. Richelieu avait promu des hommes de robe, juristes et financiers issus du tiers-État, pour diriger l'administration royale. Ces serviteurs loyaux, qui devaient tout au roi, remplacèrent progressivement les aristocrates indociles. Colbert, Louvois, les grands ministres de Louis XIV, appartenaient à cette bourgeoisie de service. Les dernières semaines de Louis XIII furent atroces. Les médecins, ne sachant plus quoi faire, multiplièrent les interventions barbares. Ils incisèrent les abcès sans anesthésie, cautérisèrent les plaies au fer rouge, administrèrent des purgatifs violents qui vidèrent le roi de ses forces. Louis supportait ces tortures sans se plaindre, avec une résignation fataliste. Il fit venir le dauphin pour le bénir. L'enfant de 5 ans ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Louis lui parla doucement, lui recommanda d'être un bon chrétien et un bon roi. Il lui conseilla de moins faire la guerre que lui, de soulager son peuple des impôts, de se méfier des favoris. Ces conseils allaient rester lettre morte. Louis XIV ferait encore plus de guerre que son père et opprimerait encore plus le peuple. Anne d'Autriche vint également. Les relations entre les époux avaient toujours été glaciales. Mais devant la mort, une forme de paix se fit. Louis lui recommanda de suivre les conseils de Mazarin, de continuer la guerre contre l'Espagne jusqu'à la victoire. Anne promit, sans savoir encore qu'elle tomberait amoureuse du cardinal italien et gouvernerait avec lui pendant 18 ans. Le 14 mai 1643, au matin, Louis XIII rendit son dernier soupir. Un règne de 33 ans s'achevait. La France qu'il laissait était méconnaissable. Le royaume fragmenté et affaibli de 1610 était devenu une puissance européenne dominante. L'aristocratie indisciplinée avait été domestiquée. L'administration royale contrôlait le territoire. L'armée était devenue la plus forte du continent. Louis XIII reste l'un des rois les plus incompris de l'histoire française. Son effacement volontaire derrière Richelieu, sa timidité maladive, son manque de charisme ont masqué ses qualités réelles. Pourtant, ce roi accomplit une révolution politique majeure. Il transforma la monarchie féodale héritée du Moyen Âge en monarchie absolue moderne. Sa prétendue faiblesse était en réalité une forme de lucidité.
Louis savait qu'il ne possédait pas le talent nécessaire pour diriger seul le royaume. Au lieu de s'obstiner à gouverner malgré ses insuffisances, il choisit de s'appuyer sur un homme supérieur. Cette décision exigeait une humilité et une intelligence politique rares. Combien de monarques médiocres ont ruiné leur royaume par incapacité à reconnaître leurs limites? Sa fidélité à Richelieu ne fut pas de la soumission. Ce fut un choix politique cohérent, maintenu contre vent et marée. À chaque complot, à chaque pression, Louis aurait pu sacrifier son ministre pour avoir la paix. Il refusa systématiquement. Cette constance dans l'alliance fut la clé de leur réussite commune. Sans le soutien indéfectible du roi, Richelieu n'aurait jamais pu appliquer sa politique implacable. Le couple qu'ils formèrent fut redoutablement efficace. Richelieu apportait le génie politique, la capacité de travail, la vision stratégique. Louise apportait la légitimité royale, la détermination dans l'adversité, le courage face aux menaces. Ensemble, ils forgèrent la puissance française qui dominerait l'Europe pendant plus d'un siècle. Louis XIII mérite mieux que l'image du roi faible dominé par son ministre. Il fut un souverain intelligent qui sut utiliser les talents d'autrui pour compenser ses propres faiblesses. Cette sagesse politique est peut-être plus admirable que le génie flamboyant. Elle permit à la France de traverser une période décisive de son histoire et de poser les fondations de sa grandeur future. Son règne démontre qu'un roi n'a pas besoin d'être un surhomme pour accomplir de grandes choses. Il lui suffit de savoir s'entourer, de choisir les bons hommes, de les soutenir fermement. Louis XIII posséda ces qualités essentielles. Derrière le roi timide se cachait un politique avisé qui sut transformer la France et préparer le siècle de Louis XIV.